Mais si le premier personnage n'est pas légitime, quelle est la légitimité de ceux qui dépendent de lui et de toutes ces structures? Et tout ce que ces structures font en exécution de ces ordres, ça veut dire qu'elles sont, à ce moment-là, complices de cet acte anticonstitutionnel. Bienvenue sur AMN Afrique Magazine News. Pour toutes les actualités africaines et mondiales, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et alors, Monsieur Peskov, oui, on a évoqué l'Ukraine et je vois l'inscription l'autre Ukraine. Je vous donne la parole. Monsieur le Président, je m'appelle Galina Merkulova, je suis adjoint-chef, je suis chef adjoint d'un mouvement social l'autre Ukraine. Ce mouvement représente les intérêts des millions d'Ukrainiens qui sont sur les territoires malheureusement contrôlés par les Ukrainiens. Et nous avons 55 filiales de notre organisation. Notre mouvement considère comme le moyen principal de sauver les Ukrainiens du régime de Zelensky qui a usurpé l'exécutif et le législatif. Le seul moyen, c'est la réunification des peuples russes et ukrainiens. Et ma question, dans quelles conditions et sous quelles conditions êtes-vous prêt à entamer des négociations avec le président Zelensky? Et un autre aspect important. En Ukraine, on assiste à des persécutions contre l'Église orthodoxe ukrainienne. Elle est presque chassée. Comment évoluez-vous cette situation? Oui. Alors, avant tout, à propos, asseyez-vous s'il vous plaît. À propos du caractère illégitime du pouvoir à Kiev, j'en ai déjà parlé et je comprends que les inspirateurs de ce mouvement, c'est une organisation en Ukraine. Mouvement. Un mouvement, oui. Donc c'est Viktor Medvedchuk. On ne se voit quasiment pas, mais je sais qu'il est sur le même point de vue. Légitimité, je le répète, il y a la constitution de l'Ukraine qui ne stipule rien sur la poursuite du mandat présidentiel, même en état de guerre. Il n'y a qu'un seul organe qui peut le faire, c'est un organe représentatif, c'est la Rada, qui peut avoir ses compétences prolongées en cas de situation de guerre. Et donc le problème en Ukraine, et je pense que vous êtes au courant de cela, c'est que la structure de l'État en Ukraine est telle qu'il y a un certain nombre d'organes qui sont nommés par le président, ça peut être les autorités régionales, les gouverneurs, ça peut être les dirigeants de tous les services de sécurité, etc. Mais si le premier personnage n'est pas légitime, quelle est la légitimité de ceux qui dépendent de lui et de toutes ces structures? Et tout ce que ces structures font en exécution de ces ordres, ça veut dire qu'elles sont, à ce moment-là, complices de cet acte anticonstitutionnel. C'est la première chose. Maintenant, en ce qui concerne le début des négociations, nous n'avons pas de conditions préalables. Nous sommes prêts à discuter sans conditions préalables, mais sur la base de ce sur quoi nous sommes mis d'accord, je l'ai dit 100 fois déjà, lors des discussions à Istanbul en 2022, et en partant de la réalité sur le terrain telle qu'elle est aujourd'hui. Telle est notre position, elle a été rendue publique, et notamment au mois de juillet, lors de mon intervention devant le collège du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Inutile de répéter. C'est-à-dire que si c'est pas le chef de l'État, alors c'est avec qui qu'on peut discuter? Alors, si quelqu'un se présente aux élections et est élu, à ce moment-là, on peut discuter avec n'importe qui, y compris avec Zelensky. Mais aujourd'hui, si l'Ukraine veut réellement un règlement de paix, bien sûr, elle est en état de le faire. Et ils peuvent organiser au sein de l'Ukraine un processus comme ils veulent. Mais
on ne pourra signer qu'avec ceux qui sont légitimes. Aujourd'hui, qui est légitime? C'est la Rada et ses représentants, mais qui est complètement sous les ordres du régime. C'est une question strictement formelle, du point de vue juridique. C'est leur cuisine. Mais si nous signons un document, on ne peut signer qu'avec une autorité qui est légitime. Il y avait une question sur l'Église orthodoxe ukrainienne. Oui, alors ce qui se reproduit autour de l'Église orthodoxe de Russie, c'est une situation absolument unique. C'est une infraction gravissime aux droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on déchire l'Église sous les yeux du monde entier. C'est comme si on fusillait les gens. Et tout cela est totalement ignoré dans le monde. Et je pense que ceux qui commettent cela, je dis, ils déchirent l'Église. Oui, en gros, c'est ça. C'est même pas que ce sont des athées. Un athée, c'est des gens qui croient, notamment, ils croient en la non-existence de Dieu. C'est leur conviction. Mais là, c'est même pas des athées. Ce sont des gens qui sont absolument sans foi ni loi, des anti-dieux. Alors certains sont ethniquement des juifs, mais on les voit. Qui les voit dans des synagogues? On les voit jamais dans des synagogues. Ils sont pas orthodoxes non plus. On les voit jamais dans des églises. C'est pas des adeptes de l'islam. Il est pas probable qu'on les voit dans une mosquée. Donc c'est des gens sans patrie, sans famille. Et c'est des gens qui n'ont rien de cher et qui n'ont finalement rien à voir avec le peuple ukrainien. Ils dégageront un jour, ils sont prêts à danser dans les églises. C'est leur choix. Mais un jour, ils se rappelleront tout cela, et les gens en Ukraine, et la majorité des gens en Ukraine, des habitants de l'Ukraine, ont quand même un rapport avec l'orthodoxie.